Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 107. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Ça fait maintenant deux ou 3 semaines que je me sens tellement en ébullition. On dirait qu'il y a quelque chose qui a débloqué chez moi dans ma façon d'être. Puis bon, on s'entend, hein, moi, ça fait des mois, des années que je travaille sur différents aspects de mon savoir-être entrepreneurial, on va le dire comme ça, et aussi mon savoir-être comme humaine, que ce soit à travers des coachings ou tout ça, mais ce mois-ci, là, on est en novembre, au moment où j'enregistre ça, je termine le mastermind que je faisais avec ma coach Simone Soul et qui s'appelait le Mystery Room. Puis la raison pourquoi je vous dis le nom, c'est que quand j'ai rejoint le mastermind, je crois que c'était... Quand est-ce que j'ai décidé? En février passé. J'avais aucune idée, en fait, personne avait aucune idée dans quoi on s'embarquait. Il n'y avait pas de syllabus, il n'y avait pas de page de vente, il n'y avait pas de description de ce que ça allait être, de ce qu'on allait faire, de combien d'appels de coaching on allait avoir, si on allait avoir des appels de coaching, s'il allait avoir des événements. Bref, on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait. Hein. C'est pour ça que ça s'appelait le Mystery Room. Donc, on prenait un grand saut dans le vide, on faisait un grand saut dans le vide et on prenait aussi à 100% contrôle, ou du moins, on assumait à 100% cette décision de rentrer dans l'inconnu avec elle, hein, guidée par elle. Et voilà, cette expérience-là, cette aventure-là se termine ce mois-ci. Hein, il nous reste quelques jours avec le groupe ou des choses comme ça. Et je pense que ce sentiment que je ressens d'être hyper prolifique, de vouloir communiquer, d'avoir trouvé une nouvelle posture, c'est sûr que ça vient de moi. Je dis pas que c'est à cause du programme nécessairement, mais je pense que pour moi, les passages où quand les choses se terminent et d'autres commencent, pour moi, c'est des moments où je ressens vraiment intensément ce qui s'est passé. En cette transformation, il y a comme une cristallisation, une catalysation de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Puis voilà, je pense que c'est relié, mais aussi c'est relié à tout un tas de travail aussi que je fais dans différentes parties de ma vie, puis aussi ma propre maturité entrepreneuriale et ma maturité personnelle. Mais bref, j'aurai la chance de vous en parler, tout ça pour dire, dans les derniers jours, vous me voyez peut-être un peu plus active sur les réseaux sociaux. Je publie beaucoup parce que j'ai beaucoup en moi qui veut sortir. Et voilà, donc c'était le petit préambule que je voulais faire, vous donner des nouvelles un petit peu. Aujourd'hui, j'ai préparé un article. En fait, je pense que ça va devenir un article aussi sur le blog, mais je voulais vous le faire en version podcast pour être capable aussi de vraiment bien vous expliquer les concepts parce que je pense que c'est super, c'est comme un de ces contenus forts, j'ai l'impression, où on rejoint pas mal ma vision et mon expertise sur spécifiquement la fameuse notoriété de marque. Puis si vous me connaissez, vous me suivez depuis un bout, vous savez que je suis... j'ai eu une carrière avant de devenir coach plus axé business, coach marketing. J'ai eu une carrière dans le marketing, spécialisée en marketing organique et aussi spécialisée sur le web, surtout avec tout ce qui est mise en place de stratégies de notoriété. Puis moi, je me suis vraiment positionnée et spécialisée
dans ce que c'était la notoriété de marque. Et pour moi, il y a une grosse différence entre simplement le branding, qui peut impliquer la création d'identité visuelle, etc., etc., et vraiment la conscience et la notion de notoriété qui, à ce moment, est vraiment l'acte de résonance de la marque. Et c'est pas simplement ses caractéristiques, mais vraiment qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'elle interagit dans la grande dynamique auprès de ses clients, de ses partenaires, comme dans le grand environnement commercial ou marketing. Comment est-ce que cette marque-là se positionne? Comment est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle grandit? Comment est-ce qu'elle se développe? Et pour moi, la notoriété de marque, c'est cette notion très vivante de la marque qui fait que le message va vivre et évoluer et se transmettre de personne en personne et qui va ensuite créer de la valeur à travers les échanges commerciaux que ça implique, parce qu'une marque, en général, ça vend des choses, ça a des services à promouvoir, mais ça a aussi une vision, ça a une philosophie, ça a un cœur, ça a une âme. Et la notoriété, elle se développe en parallèle de tout ça. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, la façon dont j'avais réfléchi à tout ça, c'est que je voulais prendre les 4 questions les plus fréquentes qu'on me donne quand on réfléchit ou quand on vient me voir pour des stratégies de notoriété de marque. Et je voulais vous donner ici les réponses, dans le fond, comment je perçois ou comment j'analyse chacune de ces questions. Et ce que j'espère, dans le fond, c'est que vous puissiez avoir, dépendamment de où vous vous positionnez par rapport à ces questions, peut-être que vous posez une, 2, 3 ou 4 de ces mêmes questions et qu'ensuite vous ayez une vision quand même assez claire des champs d'intervention que moi, comme professionnelle, comme consultante et comme coach, je prends en considération quand je viens travailler au niveau de la marque de quelqu'un, au niveau de son positionnement, au niveau de le message qu'elle veut transmettre. Alors, si ça vous va, on y va. Je pense que ça va être quand même assez dense. J'ai beaucoup de notes ici. Et comme je vous dis, je pense que ça va devenir très rapidement un article sur le site. Mais vraiment, je pense que ça va être un épisode à enregistrer et à garder pas très loin de vous. Et j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à l'Ambition au féminin, ça vous coûte absolument rien de vous abonner sur votre plateforme préférée et même de me donner un 5 étoiles. On aime toujours ça, recevoir de la validation externe de la part de nos auditeurs. Wink, wink, petit clin d'œil si jamais vous vous sentez inspiré. Alors, c'est parti. Première question au sujet de la notoriété de marque, c'est quand je pense à mon contenu de marque, je me sens éparpillée et désalignée. Comment est-ce que je peux trouver plus de clarté? Ça, c'est probablement la question que je reçois le plus ou la problématique que je vois le plus quand les gens décident ou sentent le besoin ou l'envie de venir vers moi, de travailler avec moi, d'écouter mes contenus et ensuite de se spécialiser ou de venir ouvrir cette boîte de Pandore-là qui a l'air un peu overwhelming, un peu intimidante quand on se sent éparpillé, désaligné par rapport à notre contenu de marque. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que je trouve toujours ça intéressant quand la notion de confusion vient à la surface. Puis là, je le dis autant quand on est dans un coaching ou même parfois quand on est en train d'essayer de mettre en place certaines stratégies, il arrive « Ah, je suis confuse, je ne sais pas combien charger. Ah, je suis confuse, je ne sais pas si je devrais faire ci ou ça. Ah, je suis confuse, j'ai tellement de choses que je veux faire dans ma vie que je ne pourrai jamais choisir. Puis si jamais je choisis, peut-être je vais avoir fait la mauvaise décision. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Comment je sais pour avoir 100% clarté sur ce que je veux faire? » Bon, la confusion, ce que je veux vous amener à peut-être vous questionner ou réfléchir, c'est que ça peut être, et je dis bien peut, c'est pas nécessairement toujours ça, mais ça peut être une forme d'évitement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se sent confus, bien souvent, c'est qu'on a une idée ou une intuition, peu importe comment vous voulez l'appeler, et que parallèlement,
on a des messages contradictoires qui s'opposent dans notre tête. Hein? Et c'est ces messages contradictoires-là que j'ai l'impression qu'on peut imaginer comme du brouillard. Hein? C'est comme, là, soudainement, il y a plein d'insectes ou de nuages qui se mettent devant moi alors que j'essaye d'avancer, puis il m'empêche de mettre le focus sur l'horizon ou la destination sur laquelle je m'en allais. Ces messages contradictoires-là finissent par nous faire croire qu'on voit pas clair. En fait, c'est pas qu'on voit pas clair, c'est qu'on n'arrive pas à remettre le focus sur la décision qu'on voulait prendre. Donc, par exemple, je décide que je veux vendre un coaching de groupe. Hein? Je prends une décision par rapport à mon offre ou à mon modèle d'offre. Et ensuite, je commence à avoir des messages contradictoires. « Ouais, mais sans le one-on-one, je ne serais pas capable de vendre autant. J'ai jamais donné des groupes, fait que probablement qu'il faut que je fasse des tests avant. Et si mes groupes lancent, ça veut dire que je vais devoir faire des lancements, mais j'aime pas les lancements. » Fait que vous voyez, tu sais, là, soudainement, il y a eu comme une impulsion, hein? Je veux faire telle chose dans mon entreprise ou par rapport à mon offre. Et là, il y a plein de pensées, de bruit. Hein? Il y a du bruit qui se met dans le chemin, où il y a un brouillard qui s'installe par rapport à d'autres pensées qui viennent un peu réfuter l'idée initiale. Donc, quand on pense au contenu de marque puis on se sent éparpillé et désaligné, comment trouver plus de clarté? Bien, la première chose, naturellement, c'est d'essayer de faire taire le bruit. Et comment est-ce qu'on fait ça quand on n'a pas nécessairement une destination claire? Hein? Parce que quand on parle de contenu de marque, par exemple, c'est pas comme si on était capable de dire « Oui, mais toi, Mélanie X, il faut absolument que tu publies telle chose à telle date, selon telle formule. Hein? » C'est pas comme ça que ça marche. Donc, quand on sait qu'on peut pas aller chercher des injonctions externes, on doit toujours revenir à l'ancrage interne pour être capable de ressentir, ne serait-ce que la capacité de focus qu'on a besoin pour ensuite redevenir le leader, se remettre en contrôle du message. Parce que c'est pas en fixant l'extérieur, puis en essayant de déterminer c'est quoi la stratégie la plus optimale. Hein? Là-dessus, je vous invite à aller écouter l'épisode 103 hein, sur l'optimalité. C'est pas en essayant d'aller chercher c'est quoi les circonstances optimales pour XY décision ou XY décision de contenu qu'on va être capable de mieux voir. Pour mieux voir ou pour mieux entendre, il faut qu'on puisse faire le silence ou qu'on enlève les choses qui se mettent dans le chemin de cette clarté-là. Donc, en zoomant sur ce qu'on sait, sur notre ancrage, sur ce qu'on est capable d'établir déjà comme fondement, à ce moment-là, on va pouvoir enlever toutes les choses qui ne font plus sens par rapport à ça, donc les incohérences. Et encore une fois, je vais répéter, pour moi, j'appelle ça le bruit, hein, puis on peut avoir du bruit visuel, hein, c'est la même chose. Fait que dans le cas, par exemple, d'une stratégie de contenu ou d'un contenu de marque, ça va être de revenir à l'essence de la marque. Donc, on revient au why. Hein? Puis ça, c'est des choses c'est une des premiers modules que j'ai dans Money Brand puis dans mes programmes comme positionnement authentique. C'est comme, on revient au why, on revient à l'histoire de la marque, on revient à qu'est-ce qu'elle veut vraiment avoir comme impact, où elle est rendue dans son évolution, et c'est en revenant comme ça à l'interne, et puis des fois, ça veut dire aussi qu'on doit faire tomber certains conditionnements, hein, parce que des conditionnements, ça peut être du bruit, des conditionnements comme quoi qu'un consultant ATI doit absolument charger à l'heure. Hein? Ça peut être du bruit qui se met dans le chemin de la clarté. Fait que quand on pense à ce contenu de marque-là, revenir au why, revenir à l'identité de la marque, revenir à qui on est ultimement et ce qu'on est venu faire, va être la pierre d'ancrage pour naviguer les périodes de confusion, les périodes de brouillard et éventuellement, je dis pas qu'on va avoir de la clarté à 100% à tout moment parce que bien souvent les gens, ils mélangent clarté avec décision.
parce qu'on peut prendre des décisions sans avoir une clarté parfaite. Ben là, c'est ça. Tu sais, là, on va être capable au moins de naviguer à travers de la brume sans se sentir déstabilisé. Et donc, sans se sentir éparpillé et désaligné comme le voulait la question. On va être capable de rapatrier les efforts, rapatrier les ressources et remettre le focus sur la direction dans laquelle on s'en va. Donc, quand moi, j'entends quelqu'un qui vit avec la confusion ou qui est dans cet espace, genre d'éparpillement et de désalignement, ben notre réflexe là, chez M. Tamark puis dans Money Brand, etc., c'est de remettre le projecteur sur la boussole interne de la marque et ensuite prendre des décisions en conséquence. Et même au niveau du contenu, ces décisions-là peuvent être prises à la source, là, dans le point d'ancrage. Je vous invite à aussi aller regarder faire un tour sur la map mythique de l'entrepreneur où vous allez avoir des ressources, parce que dans la map mythique, il y a 12 territoires, puis un des territoires, c'est le fameux désert de la confusion, qui est pas très loin de l'Académie de la bonne élève. Puis je pense que, tu sais, si vous vous sentez éparpillé ou désaligné par rapport à votre contenu, par rapport à votre marque, il y a probablement des ressources là qui pourraient vous aider à cheminer. Bon, question numéro 2. Quelle est la stratégie de contenu optimale pour atteindre mes objectifs de vente? Puis là, j'aime le mot optimal. Bien souvent, tu sais, ça va être c'est quoi la meilleure stratégie de contenu? Qu'est-ce que je dois faire là maintenant pour m'assurer que je vais pas perdre mon temps puis que ça va se traduire en conversion, ça va se traduire en vente et ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça me fait un peu rire parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous est beaucoup vendu par les gourous du marketing, puis ça nous a été beaucoup vendu sous plusieurs formes, la fameuse semaine de 4 heures, puis tu sais, les plateformes de contenu genre l'Eldorado TikTok, les Reels Instagram, les groupes Facebook, tu sais, puis là, je commence à avoir plusieurs années derrière la cravate où j'ai vu les différents trends qu'il fallait suivre pour soi-disant faire exploser nos ventes et atteindre la fameuse croissance exponentielle qui justement est une grande carotte qui est brandie au nez de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, une chose qu'il faut savoir par rapport à cette fameuse stratégie de contenu optimal, c'est qu'une stratégie, c'est une recette, je ne sais pas si c'est le mot recette que je voudrais utiliser ici, mais c'est une recette unique qui va changer selon les circonstances de chaque personne et même de chaque espace-temps. Une stratégie en date d'aujourd'hui pour, par exemple, M. Tamark, va avoir l'air complètement différente dans 12 mois. Une stratégie pour quelqu'un qui, par exemple, on n'est pas très loin du Black Friday, une stratégie pour quelqu'un qui vend dans le produit en date d'aujourd'hui et qui n'est pas peut-être un des grands, qui n'a pas un énorme budget de publicité dans un moment où il y a énormément de bruit qui est créé autour du Black Friday, une stratégie pour cette personne-là va peut-être pas être la même, ne va pas être la même que pour quelqu'un qui vend du service et qui ne fait presque ou pas de rabais dans son entreprise. Fait que, dépendamment de des circonstances, dépendamment du temps à laquelle ces stratégies sont mises en place, elles vont évoluer, elles vont changer. Ce sont des recettes uniques. Donc, quand on essaye de croire que on est capable d'aller copier la stratégie de quelqu'un ou d'aller chercher une stratégie, un genre de gabarit de stratégie, puis l'appliquer à soi, tu sais, ça peut nous guider dans une certaine direction, mais ça ne va jamais nous faire comme un gant. Ça va être bien souvent mésadapté aux spécificités de notre propre réalité. Donc, quand on cherche une stratégie de contenu optimal pour atteindre ses objectifs de vente, bien là, premièrement, c'était la première chose qu'il fallait prendre en considération, c'est que cette stratégie-là, elle va être
unique, hein? Elle va être sur mesure ou presque. Elle va donc toujours être à évaluer et réévaluer parce que, puis c'est la raison pour laquelle moi, je fais très peu de travail en moins de 6 mois. Hein? Mes programmes, c'est 6 mois et plus, mes masterminds aussi, tu sais. Puis même quand je travaillais en individuel, c'était 3 mois. Bien souvent, on renouvelait pour un autre 3. C'est très, très, très difficile de mettre en place, premièrement, trouver la stratégie, la mettre en place, l'évaluer et ensuite la remettre en place. Hein, parce qu'une stratégie, elle doit être complètement évaluée, réévaluée, tweakée, changée, modifiée pour s'ajuster à l'environnement, pour s'ajuster à ce qu'on a eu comme information aussi, parce qu'une stratégie est toujours une hypothèse. Puis chaque campagne, puis je le sais parce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient des centaines de milliers de dollars à mettre sur des stratégies multiplateformes, par exemple. Chaque campagne est une nouvelle expérience. Puis à chaque campagne, puis là, ça peut être un lancement, mais ça peut être aussi une campagne, ben là, on va se lancer sur telle plateforme, ou ça peut être tout simplement, on va changer telle variable dans la façon dont on fait quelque chose. Chaque campagne est une nouvelle expérience qui doit être analysée et ajustée au fil du temps. Donc, elle repose, cette fameuse stratégie de contenu optimal, sur l'observation et l'intuition. Puis c'est pourquoi, tu sais, à moins que vous ayez un employé à temps plein responsable du marketing et des communications et de tout ça, puis même là, hein, genre, à prendre avec des pincettes, c'est presque impossible de demander à un expert de se faire donner une réponse. Et encore moins, puis là, souvent, je le vois, hein, des gens qui vont prendre un appel de une heure avec quelqu'un en espérant de sortir de là avec une stratégie. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir un plan d'action, vous allez avoir des hypothèses à tester, mais vous n'aurez pas une stratégie. Une stratégie doit être mise en place, implémentée, évaluer, analyser et ensuite, idéalement, genre modifier. Il faut faire absolument tout ce cycle-là pour être capable de dire qu'on travaille avec une stratégie. Je dis aussi que c'est de l'observation, donc des métriques, mais de l'intuition. Un stratège, c'est pas pour rien que si on pense au terme initial, hein, à l'étymologie de tout ça, ben, ou pas à l'étymologie, mais à ce que ça faisait un stratège, bien souvent c'était dans le contexte militaire, ben, ça doit se reposer aussi sur son intuition de la psychologie humaine, son intuition de la façon de traverser les environnements, son intuition par rapport à la météo, son intuition par rapport au moral des troupes. Il y a beaucoup de non-dits dans le travail de stratégie, mais ça doit se baser aussi sur certaines métriques et observations. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que si quelqu'un est prêt à vous dire « je vais te donner la stratégie de contenu optimale pour atteindre des objectifs de vente », moi, dans mon monde du moins, je vous dirais « fuyez, fuyez, fuyez ». C'est un gourou marketing qui essaye de vous vendre une recette toute faite qui, bien souvent, va vous faire sentir que vous êtes en train d'avancer, mais qui n'est pas adaptée à votre réalité et alors ne pourra pas nécessairement fonctionner sur le long terme. Donc, maintenant, en termes, là, on va rentrer, là, je vous ai comme donné les grandes pistes à faire attention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne stratégie de contenu, hein, il y a 3 peut-être caractéristiques que j'aime lui donner, c'est qu'elle va être durable, donc une bonne stratégie de contenu. Puis là, en passant, genre, je pense que je vous ai mentionné l'épisode sur l'optimalité. Je pense que ça serait un bon épisode à écouter, là, l'épisode 103, sur pourquoi il faut faire attention à ces fameuses stratégies de contenu optimales. Mais bref, pour revenir à nos moutons, une stratégie de contenu va être durable, donc plus elle peut générer des résultats sur le long terme, plus elle est valable ou plus elle a de la valeur. Elle doit être agile, donc elle doit pouvoir se modifier rapidement parce que comme on a bien vu hein, avec la pandémie puis tout ça, une stratégie doit être capable de se faire réajuster parce que si une stratégie est trop
rigide et que là, il y a quelque chose dont on ne s'attend pas qui arrive, ce qui est le propre de l'entrepreneuriat, by the way, ben là, on est dans marde. Et finalement, la stratégie doit être ciblée. Donc, on doit savoir à qui on s'adresse, comment on va s'adresser, à qui on parle exactement. Ce qui fait que quand je travaille avec mes clientes ou avec les membres qui sont dans Money Brand, on doit comprendre plusieurs variables par rapport à leur entreprise pour être capable de mettre en place une stratégie qui va fonctionner pour eux. La première de ces variables, c'est leur capacité. Et cette capacité-là, surtout si on parle de stratégie de contenu, ça peut vouloir dire combien de temps j'ai pour écrire. Est-ce que j'ai des gens dans mon équipe? Est-ce que j'ai des gens pour faire des trucs visuels pour moi? Est-ce que j'ai les logiciels pour travailler au niveau visuel? C'est quoi ma capacité? Et c'est quoi aussi ma capacité au niveau de combien de clients je suis capable de servir? C'est quoi ma capacité en termes de qu'est-ce que j'essaye de remplir dans mon entreprise? Ensuite, on doit avoir les fameux objectifs / les hypothèses. Et ça, je le mets ici dans les variables parce que chaque entreprise, chaque client, chaque personne, chaque marque a des objectifs et des hypothèses différentes à mettre en place. Et encore une fois, c'est pas tout le monde qui a un objectif de visibilité, c'est pas tout le monde qui a un objectif d'arriver à 100 000 de revenus et c'est pas tout le monde qui doit travailler sur les mêmes aptitudes pour y arriver. Donc, c'est vraiment important de mettre en place ici des objectifs. Puis récemment, j'ai ajouté un module fondamental dans Money Brand, puis j'avais donné la masterclass au public aussi, là, sur comment se fixer des objectifs non oppressifs. Et ça en tout cas, bref, peut-être je vais faire un autre épisode de podcast pour vous parler un petit peu de ça, mais c'est important ici de savoir bien cibler les objectifs et ensuite d'émettre les hypothèses qui sont adaptées à la stratégie de l'entrepreneur. Finalement, quelles vont être les habiletés / aptitudes à déployer ou développer? Encore une fois, ça va dépendre de chaque personne. Donc ça, c'est les variables qu'il faut comprendre pour travailler au niveau de la stratégie. Ensuite, pour avoir, puis là, je parle de la deuxième partie de la question, hein, pour atteindre mes objectifs de vente, donc le contenu qui performe le mieux. Quand on fait le lien entre contenu et vente, c'est important aussi de comprendre que contenu égale très rarement des ventes. Contenu va égaler notoriété de marque. Contenu va égaler visibilité. Contenu va égaler crédibilité. Et ces éléments-là, ensuite, vont se traduire en vente. Mais pour être capable de alchimiser tout ça, il faut qu'il y ait des choses qui sont mises en amont, des systèmes qui sont mis en amont et qui sont fondamentaux, comme par exemple, il faut avoir une offre solide, hein? Il faut avoir une offre irrésistible, c'est comme ça que je l'appelle dans mon univers. Donc, il faut savoir c'est quoi la transformation qu'on va offrir à nos clients, c'est quoi la mécanique de l'offre, et être vraiment très sécure et ancré dans cette offre-là, parce que du contenu, si on n'a pas ça, même si c'est un super bon contenu, ben, il ne va pas bien performer si on n'a pas cette notion-là d'abord. Deuxième chose, clarté du message. Et ça, je parle aussi de l'identité de la marque. Si on ne connaît pas l'identité, puis là, j'en reviens à la question numéro 1, hein, où on se sentait éparpillé, désaligné. Si on ne connaît pas notre identité, si on ne connaît pas notre message et si on ne l'assume pas pleinement, on va être incapable de créer du contenu qui va résonner ou du moins qui va être cohérent avec la direction dans laquelle on s'en va. Ensuite, en troisième partie, il y a la compréhension du public cible. C'est important de très bien comprendre, et là, ça, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps et qui est comme une relation aussi qu'on crée grâce au contenu, la compréhension de notre public, la compréhension de notre audience, la compréhension de leur réflexion, de leur peur, de leur processus d'achat, de leur parcours à travers nos contenus, de la raison pourquoi ils sont là, et vraiment de rentrer vraiment en profondeur. Là, moi, ce que je vois, puis c'est vraiment drôle, hein, parce que souvent, les gens qui rentrent dans mes programmes puis qui finalement finissent par les faire, hein, ils disent « Je pensais que j'avais fait l'exercice du client idéal. » Mais c'est juste dans Money Brand, c'est juste dans Positionnement authentique que j'ai compris comment le faire pour vrai.
Parce que souvent, on va rester en surface. Et en restant en surface, on a des solutions de surface, on a des offres de surface, on a des résultats de surface. Et l'exercice du client idéal, il doit être fait d'une façon qui nous permet de plonger dans la relation qu'on entretient avec notre audience. Et finalement, il faut que le contenu qui performe le mieux va être intimement lié avec l'écosystème déjà en place. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent bien dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres plateformes, par exemple, qui doivent être prises en compte? T'sais? Puis tout ça va être lié à la capacité, les objectifs et les habiletés à déployer naturellement. Mais bon, donc le contenu qui performe le mieux va être lié, je le répète, à la solidité de l'offre, la clarté du message, la compréhension du public cible et l'écosystème déjà en place. Notez ici que par rapport à cette fameuse question, c'est quoi la stratégie de contenu optimale pour atteindre ses objectifs de vente, je n'ai pas parlé de plateforme, je n'ai pas parlé de type de publication, j'ai vraiment parlé au niveau des concepts qui sous-tendent la mécanique nécessaire pour qu'il y ait un lien entre contenu et vente. All right. Ici, j'ai des épisodes, donc je vous ai des épisodes complémentaires que je vous suggère ici, là. L'épisode 103 qui est optimisé et maximisé. L'épisode 106 sur l'autorité de marque. Je vous encourage fortement à l'écouter. Et l'épisode 105 où je parle de utiliser l'intuition pour créer de meilleures offres. All right, on arrive à notre troisième question. Comment choisir la meilleure plateforme de contenu pour commencer à bâtir ma notoriété de marque? J'adore cette question parce qu'elle est assez précise. Hein? Puis, la façon dont j'aime approcher cette question-là, c'est toujours en commençant à définir la notoriété de marque avec une analogie que j'utilise maintenant depuis quelques années et qui fonctionne à merveille et qui, j'espère, va vous rester dans le fond de la tête, c'est l'analogie d'investir en bourse. Donc, la notoriété, c'est quelque chose qu'on bâtit sur le long terme, comme notre portefeuille d'actions. Idéalement, hein, on n'est pas des traders qui essayons de faire un gros cash rapide. Genre, en général, c'est pas le genre d'investissement dans votre notoriété en bourse, by the way, que je vous encourage. Mais si vous m'écoutez, je suis pas mal sûre que vous n'êtes pas de ce genre d'idée. Donc, notoriété, c'est quelque chose qu'on bâtit sur le long terme. C'est un investissement, c'est un actif. Un actif, contrairement à un passif, il prend de la valeur avec le temps. La notoriété, tel un actif financier, prend de la valeur avec le temps. C'est un investissement sur le long terme. Ce qui mène à la conversation que j'utilise souvent, parce que là, on parle ici spécifiquement de plateformes, de faire la distinction entre les plateformes de longue durée et les plateformes de courte durée. Il y a les plateformes instantanées. J'ai un article là-dessus, je le mettrai en lien de l'épisode. Les plateformes, la vie du contenu, dans le fond, chaque pièce de contenu, on peut le voir comme des petits actifs qu'on investit dans notre brand. Et c'est par exemple un article sur mon blog, ben il continue à vivre. Hein? Je viens de vous dire, je vais vous mettre le lien vers cet article-là. Là, je suis en train de réutiliser cet actif pour lui donner de la valeur, pour donner encore plus de valeur à l'actif que je suis en train de créer aujourd'hui, qui est l'épisode 107 de l'ambition au féminin. Fait que vous voyez, je suis en train de créer un réseau d'actifs qui se nourrissent les uns les autres et qui, ensemble, participent à ma crédibilité et ma notoriété et éventuellement à ma visibilité. Et parallèlement, on a des plateformes qui sont des plateformes instantanées dans lesquelles, par exemple, si je mets une story Instagram pour vous demander vos conseils pour aller à Hawaï, dans 24 heures, cette story va avoir disparu. Et puis à ce moment-là, that's it, that's all. Là, on n'y pense plus. Personne, c'est pas dans les archives. Là, puis c'est ça, on passe à d'autres choses. Donc, ça, c'était juste une petite notion sur les plateformes longue durée, courte durée, parce que la raison pourquoi je vous raconte ça, c'est que quand on commence à investir dans notre marque, dans notre notoriété de marque, les ressources sont limitées. On doit identifier les plateformes à plus haut impact.
parce que souvent, on est tout seul, hein, ou on a une toute petite équipe, on n'est pas capable, on n'a pas les mêmes budgets là, pour faire le même type de production que McDonald's ou Coca-Cola ou même Bell Canada ou des choses comme ça auraient. Donc, quand on commence, les ressources sont limitées, on doit utiliser les plateformes à haut impact. C'est de la même façon au début, tu sais, peut-être, quand on n'a jamais investi à la bourse, on doit commencer avec un petit peu d'argent, hein, pas beaucoup, mais tu sais, on y va selon nos moyens. Ensuite, on doit créer les systèmes. Par exemple, pour reprendre mon analogie, chaque 2 semaines, j'ai un système de prélèvement automatique dans mon compte en banque dans lequel je mets 100 $ dans mon portfolio. Ce 100 $ va être utilisé pour acheter ce genre d'actions que j'ai prédéterminées. Je réévalue mes actions tous les fins de mois pour voir est-ce que je change des choses à mon portfolio, est-ce que j'achète, est-ce que je vends un peu plus par rapport à ce que j'ai fait, etc. Donc, avec le contenu, c'est un peu la même chose, c'est de se dire, bon, ça va être quoi les plateformes que j'ai identifiées, ça va être quoi le rythme de publication que je vais avoir, sur quel sujet j'ai envie de partager, comment est-ce que je vais créer ce rapport avec mon audience. Quand on est seul à créer du contenu pour notre marque, surtout si notre marque, c'est nous, hein, si c'est un brand personnel, ça sert à rien de partir en grande pompe puis d'essayer d'être partout, tout le temps, puis de se brûler. Hein. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent, des gens qui se brûlent, ils aiment plus ça le contenu, ils sont comme, genre, si je pouvais arrêter de faire ça, alors que, tu sais, de la même façon que d'avoir une date avec son argent ou son portfolio, ou de bien comprendre comment les portfolios fonctionnent, ça nous empower. Donc, avec le contenu, c'est la même chose. Si on est capable d'avoir une belle relation avec notre production de contenu, avec notre écosystème de contenu, c'est quelque chose qui, éventuellement, va devenir plus facile et ensuite qu'on va pouvoir contrôler et manipuler plus facilement. Constance et pertinence avant tout, c'est la meilleure approche. Si vous voulez un atelier avec le step-by-step pour réfléchir à la question de comment choisir la meilleure plateforme de contenu pour bâtir sa notoriété de marque, je vous conseille fortement d'aller vous inscrire à l'atelier gratuit que sur mon site, Bâtir un écosystème de contenu qui travaille pour toi, même quand tu oublies de publier. C'est à mtamarque.com/écosystème et le lien va être mis dans les liens dans la bio. Je vous encourage fortement à aller faire cet atelier. Vous allez probablement ressortir avec des nouvelles idées et des nouveaux focus aussi pour votre contenu. Bon, ce qui nous mène à notre 4e et dernière question. Hein, c'est une vraie masterclass aujourd'hui. Hein? Je savais que ça allait être dense et riche et que ça allait être quelque chose que vous allez vouloir enregistrer par la suite. Mais voilà, fait que gardez ça genre pour le réécouter s'il y a eu beaucoup d'informations, peut-être y aller une question à la fois. Donc, la dernière question, c'est « J'ai déjà une entreprise qui roule et une expertise établie. Comment développer ma visibilité pour attirer plus de clients? » OK, ce qui est génial dans ce type de questions, c'est que j'ai une entreprise qui roule une expertise établie. Cool, on a validé des choses, on a une expertise, il y a un besoin, il y a une audience qui est là, qui est à l'écoute. Par contre, la visibilité, puis là, si vous me suivez depuis un temps, vous savez c'est quoi ma position là-dessus, la visibilité n'est pas toujours la solution. En fait, la visibilité, c'est un résultat, ce n'est pas une stratégie en soi. La visibilité va découler de plein de choses comme la cohérence, la solidité d'une offre, la notoriété, la crédibilité, etc. L'expertise. Fait que quand on a l'impression qu'on a besoin de développer sa visibilité pour attirer plus de clients, moi, j'ai systématiquement 2 questions qui me viennent en tête. Pour déterminer, puis ici pour moi, c'est vraiment important qu'on fasse la distinction et qu'on détermine, est-ce qu'on est dans un besoin de croissance ou on est dans un besoin de cohérence? Et c'est pas la même chose. Quand on veut attirer plus de clients, est-ce que c'est parce qu'on est prêt à croître ou par contre on veut attirer plus de clients parce qu'en ce moment, il y a un désalignement au niveau de la cohérence et on n'est pas en train d'attirer suffisamment de monde pour l'expertise qu'on a à offrir. Fait que les 2 questions que je pose à ce moment-là, c'est à quoi répond exactement le besoin de plus de clients?
Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que des fois, ça va venir... ça va être une métrique de vanité. Hein? C'est pour se faire valider. Des fois, c'est une question de cash flow. À ce moment-là, là, ça va être intéressant de se dire pourquoi on n'a pas assez de cash flow dans la business. Fait que, tu sais, c'est quoi exactement? Le besoin, il vient de où? D'avoir plus de clients. Il faut vraiment bien comprendre cette question pour être capable, après ça, de juger de la meilleure stratégie parce que, comme on dit, la visibilité n'est pas une stratégie, c'est une conséquence, c'est un résultat. Donc, quand on dit comment développer ma visibilité, ma question, c'est plus comme c'est quoi la stratégie à mettre en place dans la business pour pallier à ce que je perçois comme étant un manque de cohérence ou de croissance. La deuxième question, c'est est-ce que je voudrais répliquer les clients que j'ai actuellement à l'infini? En d'autres termes, est-ce que mon entreprise est bien positionnée? Ça, c'est la raison qui fait parfois un petit peu mal parce qu'on se dit, you know what? Je suis contente, genre, d'avoir des clients, mais c'est pas mes clients idéaux. Je suis rendue ailleurs, je suis en train, genre, de changer. Mon entreprise a changé, mes besoins ont changé, ma vision a changé. Puis là, à ce moment-là, je suis comme, je sais que ça peut avoir l'air difficile de le dire comme ça, mais thank God que t'es rendu ici et que là, on va pouvoir agir dans cette direction-là. Si tu continues à avoir de la visibilité sur tes clients actuels que tu n'aimes pas, tu vas attirer plus de clients comme ça et tu vas rentrer dans une entreprise dans laquelle tu es ton propre employé. Et non, genre, le leader, le boss, le visionnaire. Alors, quand on veut ouvrir les valves de la visibilité, il faut être préparé à ça. Ensuite, bon, on a établi c'est quoi vraiment les directions. Là, moi, j'ai des outils que je travaille avec mes clients, notamment dans MoneyBrand. Ça fait partie des ressources avancées qu'on a dans le cursus qui sont autour, par exemple, de créer des événements de visibilité. Hein. Là, on pense à des conférences, on pense à des conférences en ligne, on pense à des masterclass, on pense à ces événements d'experts-là qui utilisent le web pour créer des expériences. Le networking de contenu, c'est une autre stratégie qui est sous-utilisée ou qui est utilisée intuitivement par beaucoup aussi. Et j'ai un épisode là-dessus, là, l'épisode 86, comment créer un réseau d'influence intentionnelle, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est de vraiment utiliser le networking, donc le réseautage, puis de l'amener au prochain niveau grâce à la création de contenu. Ça peut être vraiment intéressant quand on a déjà une entreprise, une expertise établie et on veut développer des nouveaux marchés, on veut étendre dans le fond son impact. Puis, enfin, naturellement, probablement la chose qui est la plus évidente, c'est qu'on va vouloir multiplier les touchpoints. Hein? On va peut-être vouloir ajouter une plateforme de publication dans notre écosystème. On va peut-être vouloir ajouter genre du recyclage de contenu ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a déjà, multiplier les touchpoints? Par exemple, nous, dans notre entreprise récemment, on a énormément de contenu déjà publié. Là, maintenant, on a travaillé au niveau du SEO pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce qui existe déjà et le rediffuser, par exemple, ou en régénérer un buzz quelconque. Fait que tout ça, comme j'ai dit, c'est des choses qu'on travaille dans MoneyBrand dans notre cursus avancé. Puis si vous voulez avoir un peu plus de détails sur comment créer aussi un écosystème de marque, parce que là, on en arrive vraiment là. Hein, c'est comme, OK, il y a des actions que j'ai faites jusqu'à maintenant qui fonctionnent super bien, mais là, maintenant, je veux que ça vive encore mieux, que ça croisse, que ça interagisse encore mieux. Bien, il y a l'épisode 85 et l'épisode 86 que je vous ai nommés. Ouf! 4 questions vraiment riches, 4 questions super intéressantes aussi. Je vous en ai dit beaucoup. Quelque chose à digérer naturellement. Je voulais vous ouvrir, dans le fond, l'esprit sur la complexité parfois. La complexité et le bon sens aussi, tu sais, d'un marketing qui est très organique, qui est très authentique, qui est très basé aussi dans l'individu et dans la vision de chacun. Puis autant dans mes programmes, on travaille beaucoup en groupe, hein, il y a des modules, il y a des contenus. Autant le travail lui-même
la transformation elle-même est très individuelle, est très changeante. Les stratégies qui sont mises en place, c'est une des façons de travailler avec plusieurs stratégies, c'est en empower, en donnant le pouvoir sur la majorité des gens qui viennent dans mon programme ou dans mon approche ou même qui écoutent ces podcasts-ci, de comprendre la mécanique. Une fois qu'on comprend la mécanique, après ça, on est capable d'aller mettre en place les pièces pour le faire soi-même parce que c'est beaucoup plus empowering, comme quand on investit dans la bourse, dans notre portfolio, on peut demander à des gens de le faire, puis on risque parfois de se réveiller puis de dire « ben ils ont fait une vraiment mauvaise job, puis là j'ai 50 ans, puis qu'est-ce que je fais avec mon REER que je pensais qu'il allait être le double? » Ou on peut prendre les choses en main, puis on peut apprendre à même si c'est pas nous qui mettons en place les stratégies, mais au moins être capable d'avoir l'œil assez aiguisé pour bien comprendre et bien prendre des décisions par rapport à celles-ci. Fait que là, je vous ai donné énormément de pistes pour ça. La prochaine étape, naturellement, c'est de venir travailler avec nous dans Money Brand, de venir travailler avec nous après ça dans les masterminds avancés. On a beaucoup de travail qui est fait au niveau très stratégique, comme ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et à ça, on ajoute naturellement toute la dimension du mindset. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais toute la dimension du mindset va venir nourrir la façon dont le théorique ou le technique est mis en place. All right! Je suis tellement contente d'avoir fait cet épisode avec vous. C'est du contenu qui me fascine, du contenu que j'adore, des choses dont j'adore parler parce que pour moi, toute cette dynamique genre d'offre, de rétribution, d'argent, de recevoir, de donner son expertise, d'avoir de l'impact, le leadership qui implique d'être visible et d'être un expert et de se positionner comme tel, ben je trouve que c'est comme ça qu'on bâtit les sociétés, dans le fond, qui deviennent des figures de proue dans différents domaines, puis qu'à travers le fleurissement, la croissance des experts qui la constituent. Alors voilà, mes chers, j'espère que vous avez apprécié. Envoyez-moi un mot si jamais vous aimeriez me donner vos commentaires, votre appréciation, ou laissez un 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.